Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazonta, je suis psychologue et la formatrice en Ira Graphica. Comme d'habitude, vous dessinez avec moi et on a fait déjà pas mal de dessins. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt une conversation. Mais la conversation très importante parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de théorie et peut-être vous allez comprendre mieux pourquoi Nira Graphica si efficace? Pourquoi elle marche? Pourquoi elle a cette force transformationnelle? On peut comprendre comment on peut accéder à un potentiel infini. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler à propos de la conscience. En vrai dire, personne n'y sait c'est quoi en vrai la conscience. Mais on peut parler des théories et des points de vue par rapport à la conscience. Et il y a énormément de théories et les modèles, la vision de la conscience, laquelle était du coup fondée sur chaque théorie. Et Pavel Piskarev, il vous propose, pareil, de voir un modèle. Et comme on comprend ce modèle, on comprend mieux comment Nira Graphica fonctionne. Pourquoi elle est si efficace. Et comme vous connaissez les principes de Nira Graphica, un des principes, ils disent que chaque solution, elle a chaque problème, il y a sa solution graphique. Et dans les théories de la conscience, Pavel Piskarev, il se base, si on peut dire ça, sur l'image d'une pyramide. Et je vais vous essayer de vous montrer, expliquer au plus proche de l'explication de Pavel Piskarev. Je vais presque traduire une de ces vidéos pour, encore une fois, de vous donner pas ma vision de cette théorie, mais la vision de son créateur, de Pavel Piskarev. Vous pouvez quand même prendre une feuille et dessiner cette pyramide avec moi. Et on va commencer. Et voilà, la pyramide des consciences. Oui, notre conscience, c'est la structure de multicouches, de multiniveaux. Pavel Piskarev, il nous parle de 7 niveaux. Et même il y a après le 8e, mais c'est déjà comme, on va dire, dehors de notre conscience. 7 niveaux de conscience qui nous expliquent les 7 niveaux de notre être, de notre vie. Et le travail avec chaque niveau, il nous amène vers
le soi, vers notre vraie réalisation, où on peut devenir forte, brillant, charismatique, et comment on bouge, on avance à travers de 7 niveaux, c'est comme les 7 étapes de notre transformation. Et c'est quoi les premières étapes? Les premières étapes, les premières couches, c'est la conscience réelle. Les consciences réelles, ou on peut dire aussi actuelles. C'est ce qui se passe tout de suite, aujourd'hui. Je regarde le ciel, un peu gris aujourd'hui. Je vois les meubles autour de moi. Je vois ma caméra. Je vois le dessin. C'est tout ce que je capte. C'est comme moi et tout le reste avec quoi je suis en contact. La conscience réelle. Quoi d'autre? Le deuxième niveau, c'est la conscience opérationnelle. Ici, les consciences réelles, elles peuvent être comment par, pour pas mal de gens, par exemple, tout de suite, tout le monde en Normandie, ils voient le ciel gris. Ils sont la pluie. Elle peut constater ça. Conscience opérationnelle, c'est déjà un petit peu plus profond. C'est le niveau de notre mémoire, laquelle on utilise chaque fois. On sait que 2 fois 2, c'est 4. On sait notre adresse. On sait les noms, les prénoms de nos proches. On sait comment aller, je ne sais pas, au travail, au magasin, comment faire dans cette ou cette situation. C'est mes souvenirs d'hier, c'est mes idées lesquelles je vais réaliser dans les moments plus proches. Pavel Piskarev, il dit c'est comme les programmes opérationnels dans notre ordinateur. Ce qui fait de notre vie plus léger. On n'y va pas compter chaque fois, 7 fois vite. On garde déjà ça, cette information dans les consciences opérationnelles. Je ne veux pas inventer chaque fois le nouvel algorithme si je travaille, je fais quelque chose pendant mon travail. Je garde déjà dans cette conscience opérationnelle. Je pense que avec ça, c'est assez clair. Mais il y a autre chose aussi. Il y a mes rêves. Il y a mes mémoires plus profondes. Où ils sont. Et justement, elles sont plus profondes. Et on va élargir cette partie de ce deux niveaux pour aller plus loin, pour aller au plus profond. Et après, il y a deux niveaux de, de subconscient. Deux niveaux. Le premier,
Pavel Piskarev, il propose de l'appeler subconscient individuel. De quoi il s'agit? Les scientifiques, tout de suite, ils disent que on a à peu près 60 000 petits et grands événements par jour. C'est tout ce qui capte notre cerveau. Un cri d'or, un oiseau, les chants des oiseaux, les bruits des pluies par la fenêtre, un appel, le message, tout ce qui se passe avec chaque entre nous au moment de notre, comment dire, apparition comme fœtus, tout sauvegarde jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un énorme collecteur, une énorme banque où sauvegarde toute information, émotion, les peurs, les, tout ce que j'ai vu depuis, comme j'ai été le petit fœtus, jusqu'à aujourd'hui. Toute cette information que je garde et qui souvent communique avec mon conscience et qui souvent me pousse dans mes réactions, qui me dirige dans mes réactions. C'est une chose. Ici, pour la plupart entre nous, ça c'est encore compréhensible. Le deuxième étape, le deuxième, pardon, couche d'inconscient individuel, c'est une expérience de nos vies inférieures. C'est tout ce qui est vécu par notre grand être, par notre âme depuis millions d'années. Je sais, peut-être ce ne convient pas à tout le monde et vous êtes libre de choisir ça, mais en même temps, si nous serons plus curieux par rapport à notre histoire, par rapport à l'histoire des autres, on peut se souvenir les rêves qui sont bizarres et qui n'ont rien à voir avec notre vie aujourd'hui, avec notre époque. On peut avoir souvenir que dans certaines villes, j'ai cette sensation déjà vue, ou dans certains pays peut-être, ou avec certaines cultures, certains contes, etc. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez eu cette expérience de, de régresse quand on peut évoquer et on peut même avoir l'accès dans ces vies. Bon, et ça, c'est le niveau en conscience individuelle. Et vous avez vu qu'encore, j'ai fait un trait. Et l'information, les mémoires individuelles, elle va jusque-là. Et après, il y a une autre force qui s'ouvre. Les forces déjà collectives. Encore une fois, toutes ces couches-là, ces 4 couches,
Ils sont super importants, mais ils restent en individuel. C'est nos mémoires, notre euh, expérience, notre vécu, nos émotions sur le niveau individuel et notre âme aussi en individuel. Mais un être humain, il vit toujours dans les sociétés, dans les collectifs. Et on n'y peut pas être indépendant de conscience, subconscience collectif. Parce que chaque fois, on va dire, on fait une partie, par exemple, d'un égrégore. Et les prochains niveaux, ce sont des égrégores, oui, c'est un inconscient collectif, niveau d'égrégore et kénotype. C'est quoi les égrégores? Les égrégores, bon, vous pouvez voir évidemment sur Internet, c'est un thème très intéressant, le thème des égrégores. C'est comme un grand organisation, collectif, mais c'est pas formel. C'est une énorme collectif, par exemple, les égrégores de générations différentes. Il y a les égrégores, par exemple, notre génération, et l'égrégore de ados qui vivent dans les mêmes maisons, qui partagent la même famille, les mêmes moments dans la vie, mais c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes idées, c'est pas les mêmes vocabulaires, c'est c'est pas les mêmes systèmes opérationnels, ils sont différents. Égrégore, on ne peut pas les mêmes compter. Il y a des centaines et peut-être des milliers d'égrégores différents. Les égrégores de profession, des races, des familles, l'homme et femme, énormément. Et chacun d'entre nous, on appartient à beaucoup des égrégores. L'égrégore, par exemple, euh, je ne sais pas, des administrateurs, les égrégores de politiques, politiciens, les égrégores de commerçants, les égrégores de gens qui accompagnent les autres. Énormément des égrégores. Et chaque égrégore, encore une fois, elle tient sa culture, ses croyances, le langage spécifique. Et évidemment, tout ça nous influence. Kénotype, c'est les choses un petit peu différentes. Si égrégore, c'est plus profond et on va dire plus ancien, kénotype, c'est quelque chose typique et nouveau pour aujourd'hui. On peut dire, par exemple, une mamie typique. Et c'est quelque chose qui vient, par exemple, de livres. On sait un livre, dans le livre assez moderne, on va dire, il y a l'image et cette image, c'est justement un kénotype qui nous influence parce que on pense que bah, c'est ça toujours pour tous les mondes. Mhm. L'histoire avec les égrégores, elle n'est pas si facile
car il y a beaucoup des égrégores. Souvent, les égrégores, ils sont dans l'état des batailles, dans l'état des conflits l'un avec l'autre. Par exemple, les égrégores d'une religion, ils peuvent être en conflit avec les égrégores de l'autre. Les égrégores d'une nationalité, ils peuvent être en conflit avec l'égrégore de, avec une autre nationalité. L'égrégore des femmes, par exemple, ils rêvent d'être dans les relations ultimes, amoureuses avec l'égrégore des hommes, mais c'est pas toujours facile. Et pourquoi on parle de ça? Parce que dans un coup, si j'appartiens à un égrégore, je suis, on va dire, en unité avec les autres. Mais en même temps, je peux être en conflit contre les autres. Vous voyez? Et pour ça, le travail conscient avec les égrégores, c'est important parce que ça peut nous unir avec les autres, mais ça peut nous aussi, comment dire, séparer. Et Pavel Piskarev, il dit toujours, si on est plutôt attaché à un égrégore, c'est plus difficile d'être uni avec les autres. Et pour ça, il faut vraiment s'élargir à ce niveau-là et être peut-être appartenir à beaucoup des égrégores et en même temps, avec les consciences, essayer d'être plutôt indépendant ou moins dépendant. Et si nous voulons aller plus loin vers le soi, avec le grand S, si nous voulons être entiers et unis avec le reste de l'univers, nous devons peut-être chaque fois de se rappeler, parce que sur cette euh, étape-là, on peut être conscient et on peut se dire que je ne suis pas que une femme, je ne suis pas que le professionnel, par exemple. Je ne suis pas que russe ou la française. Je ne suis pas que quelqu'un qui appartient à cette religion ou cette culture. Tout ça et plus que. Et le respect pour son propre égrégore et pour les autres, l'amour et l'ouverture, c'est tout ça qui peut nous aider à aller vers l'unité. Et on y va plus loin. L'étape de mythe et archétype. C'est l'étape où toutes nos différences, tous nos fragments, ils sont en train de réunir. Si ici, on est vraiment individuel avec nos expériences, notre vie émotionnelle, nos problèmes, etc., nos réactions, ici, sur ce niveau, nous sommes pareils. Parce que on est poussé dans nos réactions par quelque chose très, très profond.
Et il n'y a pas beaucoup de mythes dans ce monde. Il n'y a pas beaucoup d'archétypes. Oui, on peut les appeler différemment, mais la base, les grandes bases, elle est pareille. Et la plupart des mythes de tous les peuples, ils sont très concordants, ils sont ressemblants. Et dans tous les mythes, il y a un héros, par exemple, il y a euh, le Dieu suprême, il y a le fou, et il y a la mère, il y a un enfant, et on est tous souvent menés par cette grande, on va dire, influence. On est influencé par cette mythologie. Et dans l'Enneagramme Graphica, on a même étape dans notre dessin qu'on s'appelle archétypé, où justement on est en train de réunir tous ces petits fragments dessinés, sur lesquels on est travaillé pour devenir plus intègre, plus unis, pour aller plus loin vers le soi. Et si on arrive sur ce niveau-là, si on peut euh, l'atteindre, notre vie peut vraiment changer. Parce que on n'y va pas réagir sur chaque événement lequel arrive chaque jour, mais on peut voir, on va dire du haut, des grands mythes, des grands processus, les histoires qui se déroulent dans le monde. Et si je comprends, j'analyse mon chemin d'héros, et ça, on va voir que c'est pareil pour tout le monde qui un jour sort sur son chemin et avance. Et je vais comprendre que oui, un jour je vais trouver les cadeaux, mais un jour je vais arriver vers le poids de la mort. Et c'est le poids qui est évitable. On ne peut pas le éviter. Mais si je vais aller plus loin, je vais encore à nouveau avoir l'aide et mon retour. Et ce chemin, c'est comme comment dire, le cycle de 12 pas, lequel tout le monde va faire si, encore une fois, il commence les changements dans sa vie. À ce moment-là, on peut demander, si on peut dire, l'aide des héros, des divinités, mais en sachant aussi que toutes ces divinités, avec leurs propriétés, leurs forces et leurs faiblesses, c'est pas quelque chose de l'extérieur, mais c'est les changements de nos structures psychiques. C'est nos changements intérieurs. Et ça, c'était le niveau des mythes et archétypes. Et ici, qu'est-ce qu'on va toucher? Ici, vous voyez, ici c'était individuel, collectif. Ici, c'est un niveau encore plus grand que collectif, le niveau universel.
Et ça, c'est l'étape, le niveau de soi. On est parti de cette première pas, les premiers niveaux où c'était fragmenté, individualisé, séparé. Et on marche, on monte plus haut et plus profond, et où il y a plus de généralisation, plus d'unité. Et sur ce niveau-là, on ne parle pas déjà des rôles, des mythes, des personnalisations, on parle de éléments et on parle des énergies des éléments. C'est quoi les éléments? L'Ira Graphica et la pyramide de Pavel Piskarev, ils se basent sur les systèmes de 5 éléments. C'est le bois, l'énergie de l'air, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et elle voit la vie comme les changements constants de ces éléments et euh, comment dire, leur lien avec les autres éléments. Et ce lien, elles peuvent être maternels, comme il y a un élément qui nourrit l'autre, ou conflictuel, où il y a un élément qui euh, affaiblit l'autre. Et on voit et l'histoire de la Terre et le développement de projets, familles, notre vie, comme les développements et le lien des éléments. Par exemple, je vois tout de suite que mon projet, peut-être, il manque du feu, de chaleur, d'amour, des énergies fortes. Et le peintre, il va dire que il manque le couleur du feu, le rouge. Et dans l'Enneagramme graphique, justement, on utilise ce système et ses caractéristiques au moment qu'on reprend nos couleurs. Et ça nous amène vraiment vers unité et la satisfaction. Et comme on progresse vers l'unité, on arrive vers cet état lequel on peut appeler l'absolu. Et dans la psychologie, souvent, on l'appelle le drive. Cette explosion d'énergie, l'expansion de notre vision, sur quoi on est travaillé, et ce ressenti de notre unité avec tout ce qui nous entoure et surtout la paix et l'unité à l'intérieur de nous. Et c'est ça la pyramide de conscience et c'est ça aussi le développement des dessins neurographiques. Et peut-être celle-ci qui connaît déjà la neurographica, vous avez compris ça, ce que toutes nos étapes, elles correspondent à cette pyramide. Je parle d'étapes, évidemment, de notre algorithme de base. On commence avec les consciences réelles. On dit qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux changer, c'est quoi l'idée dans ma vie
Et on monte, on choisit le thème et la composition, on choisit l'algorithme et on commence à développer notre algorithme. Et chaque étape, c'est le travail sur un de ces niveaux. Et pour ça, il y a ce bel développement dans mes pensées, des énormes changements par rapport à mon état d'être et des grandes transformations parce que chaque fois avec mon dessin graphique, j'ai fait ce grand chemin et j'arrive vers les changements, vers les transformations, vers le drive. Ben voilà, c'est ça ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Sinon, vous pouvez me toujours poser des questions. Mais avant de me poser des questions, réfléchissez. Essayez de voir vos dessins à travers de ces explications, cette pyramide. Essayez, réfléchissez. Et après, on va voir. Et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.